Le collectif des cadres de la diaspora a tenu sa première édition dénommée Diaspora Awards sous le thème « L'expertise et l'investissement de la diaspora au service du développement » à travers un panel de haut niveau. Il s'agit pour les membres du dit collectif d'identifier et de repérer les compétences de la diaspora, mettre en vitrine son apport dans le développement du pays, mais aussi œuvrer pour le retour au bercail des émigrés sénégalais. Nous avons organisé la première édition des Diaspora Awards, mais le collectif des cadres de la diaspora qui a été créé depuis 2011 et qui est une association à but non lucratif qui œuvre pour le retour au bercail de la matière grise sénégalaise, est une association vraiment qui développe tout ce qui est vraiment, en tout cas, retour de cette matière grise-là. Et c'est une association qui aussi développe l'insertion des jeunes diplômés vraiment de retour. Et pour la première fois, le collectif des cadres de la diaspora a initié cette journée-là pour joindre l'utile à l'agréable. Et je profite de l'occasion pour vraiment remercier son Excellence M. Macky Sall qui nous a aidés, qui nous a soutenus. Remercier aussi son Excellence M. Moïse Sarr, ministre chargé des Sénégal extérieur. Remercier aussi vraiment toutes les délégations étrangères qui ont fait le déplacement et vos confrères journalistes de Lyon, journalistes de Marseille, qui ont vraiment fait le déplacement et qui nous ont honorés. Nous avons jugé nécessaire de se retrouver autour d'une table, vraiment parce que le Sénégal nous appartient, le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. Beaucoup d'intervenants ont essayé d'apporter leur contribution afin de mieux prendre en charge les Sénégalais de l'extérieur, des formulations qui tournent autour d'une bonne politique d'organisation pour la diaspora et promouvoir l'opportunité des Sénégalais de l'extérieur. Regardez la pertinence des communications qui ont été faites. Dans le domaine de la santé, nous avons vu des médecins, un médecin sénégalais qui est basé à Marseille, mais qui s'est dit, écoutez, je suis sénégalais, je suis à l'hôpital de Marseille, mais j'entreprends pour voir comment accompagner cette politique sanitaire du chef de l'État. Dans le domaine de l'agriculture ou de l'entrepreneuriat, nous avons vu également cette délégation qui nous est venue des États-Unis, où un jeune Sénégalais qui a quitté ce pays il y a 22 ans est revenu avec une belle délégation d'Américains. Et pour dire, on peut également entreprendre dans ce pays. Et je pense que nous devons libérer cette énergie, nous devons encadrer. Et c'est ça notre ambition. Être à l'écoute de cette diaspora, échanger avec elle et voir ce qu'on peut co-construire ensemble, tant dans le domaine de l'entrepreneuriat où il y a des dispositifs étatiques, parce qu'on peut créer son entreprise en moins de 48 heures au Sénégal. Avec la présence de plusieurs personnalités, l'occasion a été saisie dans cette première édition pour primer les figures de la diaspora, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui œuvrent inlassablement pour l'émergence du Sénégal. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les organisateurs ont clôturé la soirée par un spectacle animé par le lead vocal de la génération consciente, Pape Diouf. Je commencerai d'abord par le docteur Martin Carvalho. Je rappelle qu'il est professionnel de santé, que c'est un endocrinologue au centre médical et dentaire mutualiste Paul Paré à Marseille et qu'il est entre autres spécialisé dans la prise en charge de l'obésité et du diabète. Docteur Serine Gueye Diop, vous êtes conseiller spécial du président de la République en charge de l'agriculture et de l'industrie. Vous êtes maire de Sandiara dans le département de Bourg, ingénieur agronome, diplômé de l'École nationale des cadres ruraux de Bambey, de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès, de l'École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires en France et de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier. Je voudrais qu'on puisse introduire cette table ronde autour de cette question et je commencerai peut-être par donner la parole au docteur Serine Gueye Diop qui peut-être pourra nous introduire sa vision sur ce point-là. Antoine de Saint-Exupéry disait que l'avenir, on ne peut pas le prévoir, mais on peut le permettre. Et la diaspora peut jouer un rôle très important dans l'avenir de ce pays pour permettre au Sénégal d'avoir un meilleur avenir. Alors je voulais juste d'abord
parler de ce thème très important. Quel rôle on doit jouer dans ce développement de notre pays? Dans le développement économique d'abord, parce qu'il s'agit d'économie. Il ne faut pas se tromper souvent de défis. Je vais revenir sur les défis. Dans le domaine politique, nous sommes là 2 ministres qui viennent de la diaspora. Dans le domaine social, qu'est-ce qu'on fait dans nos villages, social, humanitaire? Je vais aussi vous raconter un peu mon histoire dans ce domaine-là. Dans le domaine environnemental et culturel. Alors, vous l'avez dit, monsieur le député honorable, que les problèmes se posent en termes de défis. Je crois qu'il faut partir de là. Moi, je suis scientifique. En fait, je suis un ancien du MIT de Boston. J'étais le patron de Nestlé pour l'Afrique. Je passe toute ma vie à développer des brevets, des procédés industriels de fabrication pour le groupe Nestlé. Donc, mon défi personnel a toujours été de dire d'abord, sur le plan économique, scientifique et technologique, c'est là le grand retard de l'Afrique. Ce n'est pas sur le plan social, culturel, parce que le social est la résultante justement de notre retard économique. Et notre retard économique nous vient essentiellement du retard scientifique et technologique. Et c'est là où la diaspora d'abord a un grand rôle à jouer. Comment on fait pour que notre pays, le Sénégal, l'Afrique d'une manière générale, puisse avoir le même niveau de développement scientifique, technologique que les États-Unis, que la France, que l'Angleterre? Ça se pose en ces termes. Comment la diaspora peut faire, le Sénégal tout entier d'ailleurs, tous nos cadres, comment nous pouvons contribuer à ce que notre niveau de l'industrie sénégalaise, le secteur secondaire, puisse commencer à progresser pour pouvoir fabriquer des véhicules, des avions, des ordinateurs, développer des logiciels, travailler dans des vaccins, n'est-ce pas? Et contribuer également au problème de la biotechnologie, des semences, des hybrides, dans tous les domaines, qu'ils soient donc agricoles, qu'ils soient biochimiques, biotechnologiques, médicaux, sanitaires, ainsi de suite. C'est là où on est en retard. On achète encore nos médicaments, on ne développe pas une industrie locale très importante dans ce domaine pharmaceutique. Nos semences, telles que les hybrides, sont en fait croisées ailleurs, n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est là le premier défi. Et je le disais souvent quand je suis avec nos étudiants, que ce domaine scientifique, en réalité, qui est le domaine où l'Afrique, d'une manière générale, doit mettre tous ses efforts. C'est pour ça, ici, au niveau du Sénégal, nous avons une politique de renverser la tendance pour que 70% de nos étudiants qui sont aujourd'hui dans les arts et dans les lettres puissent aller vers les sciences et la technologie. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, j'ai étudié que la science dans ma vie et le business. Et j'ai pensé tout simplement que l'agriculture, l'industrie, la biochimie, ça permettait de résoudre beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que nous, autres diasporas, nous devons nous dire comment on peut contribuer à l'enseignement dans ce domaine-là, à la recherche scientifique, mais aussi à la construction d'écoles, de laboratoires pour développer la science. Et c'est ça qui a été personnellement, moi, depuis 20 ans, 25 ans, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait que ça, construire des écoles, des lycées, donner des laboratoires au village, recruter des jeunes Sénégalais, jeunes Africains au niveau mondial pour les mettre dans les meilleurs laboratoires et essayer de contribuer à ma manière à ce développement de la science et de la technologie. L'autre défi, c'est le défi industriel. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Nous savons tous que dans toutes les villes américaines, européennes, asiatiques, quand vous arrivez dans ces grandes villes, la première des choses que vous rencontrez, c'est ce qu'on appelle industrial zone, une zone industrielle, une zone numérique, une zone de business. Les centres-villes sont quadrillés par des zones économiques, des zones commerciales. Alors pourquoi ne pas le faire aussi en Afrique et au Sénégal? Et ça, c'était un de mes combats. Dès que je suis rentré au Sénégal en 2015, en fait, j'ai essayé d'ouvrir d'abord un bureau industriel à New York, à Paris, au Maroc, pour faire venir les entreprises industrielles au Sénégal, notamment dans ma commune à Sandiara. Et ça nous a permis de faire transférer des technologies auprès de ces jeunes intellectuels, des jeunes ouvriers, des jeunes villageois tout simplement, ou des jeunes ruraux. Et ça a permis tout de suite de créer des emplois, de faire des transferts technologiques. L'autre domaine où nous pouvons également aider, c'est le domaine politique. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'un scientifique vient vraiment faire dans la politique? C'est ça mon premier défi. Quand je suis venu pour être maire, le président m'a nommé ministre, etc. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas?
Vous êtes un homme de laboratoire, un homme des facultés, etc. Et vous venez maintenant aller faire la politique, être maire. Et c'est justement, c'est là où la diaspora peut jouer un grand rôle. La diaspora doit absolument s'impliquer dans son village d'abord, dans son quartier et également au niveau national. Et je pense que la diaspora apporte évidemment deux choses. L'immigration, l'une des plus grandes forces, l'un des grands atouts de l'immigration, à mon avis, c'est l'acquisition des connaissances et des compétences. Moi, ce que j'étais allé faire, j'étais allé à l'étranger pour faire le livre des grands voyages et le voyage des grands livres. Et ce livre des grands voyages et le voyage des grands livres, ça qui vous permet d'acquérir des connaissances d'abord théoriques, comprendre le monde, comprendre les cellules, la chimie, la biochimie, comprendre l'agriculture, comprendre le fond des choses, la recherche fondamentale. Mais aussi, c'est ce voyage-là vous permet en même temps d'acquérir de l'expérience, d'être formé auprès des meilleurs. C'est la seule chance en général de la diaspora. Nous sommes dans les meilleurs hôpitaux, dans les meilleurs laboratoires du monde, chez Airbus, chez Boeing, n'est-ce pas? Nous sommes partout. Moi, j'ai rencontré la diaspora sénégalaise, africaine, partout. Quand j'étais patron de Nestlé, j'ai écouté une vingtaine de chercheurs du monde entier, une vingtaine de nationalités. Donc, ce volet également me paraît extrêmement important. Prendre le pouvoir, participer à des associations, construire des écoles, ça c'est encore la politique. Et c'est ça que aussi la diaspora doit faire. Parce que souvent quand on laisse cette politique justement à des professionnels de la politique, évidemment, ils n'ont pas forcément la même expérience que les gens de la diaspora, que les universitaires, les intellectuels, etc. Donc c'est ça l'autre rôle politique. Et puis enfin, le dernier rôle, comme je l'ai dit, l'autre défi, c'est le défi culturel. Et le défi donc environnemental, là aussi, je pense qu'on a développé tellement de compétences à l'étranger. Nous avons des artistes, nous avons des gens extrêmement forts au niveau de l'UNESCO, extrêmement forts dans le domaine du traitement des déchets, de l'environnement. Bref, nous pouvons également créer des sociétés, créer des entreprises et également venir au Sénégal pour essayer de développer toutes ces compétences-là. Ce Sénégalais a voyagé de Joal à Dakar. Je l'ai récupéré à l'hôpital Dantec, je l'ai dirigé vers Principal, à même le plancher de l'ambulance qui n'avait même pas de matelas. Traumatisme rachidien, ce patient, dès que je l'ai examiné, je n'étais pas neurochirurgien, j'étais un médecin tout simplement, ici. Dès que je l'ai examiné, je savais que sa vie était foutue, il était paralysé. Il avait un traumatisme rachidien, il a voyagé à même le plancher de l'ambulance jusqu'à Dakar. Donc, en reconnaissance pour lui, je lui ai donné ce centre-là son nom. Il m'en a voulu, parce que je n'étais qu'un petit médecin. Je n'étais qu'un petit médecin et j'essayais de le faire transférer sur Marseille à l'époque, que je connaissais, parce qu'on avait un professeur qui s'appelle le professeur Aliès. Il a traîné ici pendant 15 jours avant de partir chez Aliès, à Val-de-Grâce, et malheureusement, c'était déjà foutu parce qu'il fallait réagir dans les 4 à 6 heures. Voilà ce centre. J'ai parlé de la formation continue. Je ne me suis pas seulement limité à amener des médicaments, à créer des structures. Je me suis dit, pour que ces structures soient pérennes, il faut que les gens soient formés. Et en diabétologie, malheureusement, c'était un gros problème ici au Sénégal. Donc, avec mes amis de l'association Remédiant, nous avons, depuis 2016, on crée un congrès tous les 2 ans. Le premier était à Saly, en 2016. En 2018, on l'a fait à Saint-Louis. Et le 29 et 30 mai 2020, ça sera, Inch'Allah, à Thiès. Et nous créons les journées d'endocrinologie et de diabétologie pratique pour que ces médecins soient formés à cette discipline-là. Et tous les 2 ans, nous envoyons des médecins se former à Montpellier à un diplôme universitaire que nous finançons. À ce jour, le Sénégal peut se targuer d'avoir 15 médecins spécialistes en diabétologie, bien entendu aux frais de la princesse, parce que malheureusement, nos gouvernants ne nous ont jamais aidés. Mais nous, on ne le faisons pas pour le gouvernement, nous le faisons pour la population. Ce qui me fait amener, et j'ai bientôt fini, mes propos en disant que la diaspora doit être citoyenne, exemplaire. On doit apporter notre pierre à l'édifice du Sénégal, qui est le socle du patriotisme. J'aime beaucoup citer John Fitzgerald Kennedy, les Américains, je suis désolé, mais moi, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Kennedy disait, ne vous posez pas la question de savoir ce que votre peuple peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre peuple. Et c'est ça mon leitmotiv.
Et en 2017, j'ai dit à la diaspora marseillaise, arrêtons d'attendre, de tendre la main essentiellement chaque fois à nos partenaires européens, occidentaux. Qu'allons-nous faire, nous, pour notre pays? On a créé Diaspora Santé Sénégal en 2017, qui viennent essentiellement nous appuyer pour la formation des médecins et la construction probable d'un second centre en 2021. J'ai été voir aussi la mutuelle de santé des agents de l'État du Sénégal, Sen Association, qui est à Paris, Sen Asso, qui vont venir essentiellement mutualiser nos actions pour que l'on puisse faire quelque chose dans ce Sénégal. Diaspora Santé Sénégal, depuis 3 ans, chaque année, au mois de novembre, nous créons une soirée caritative. Je n'en suis que le président. Avant-hier, j'ai demandé au trésorier, je ne savais même pas combien d'argent nous avions. On a 51 000 € dans les caisses. Mais 51 000 €, ça ne crée pas un centre. Donc, il nous faut d'autres partenaires. Donc, en moyenne, 17 000 €, nous faisons 17 000 € à chaque soirée. Alors, je me suis dit, si 20 Sénégalais dans le monde arrivaient à soutenir et essentiellement adopter cette action que nous faisons, faites le calcul, vous pensez qu'à ce moment-là, on pourrait être très efficace au niveau de l'État, les aider essentiellement parce que l'État ne peut tout faire. L'État ne peut pas tout faire, d'accord? Si vous prenez 20 associations sénégalaises qui font la même action que nous, mais dans la prochaine décennie, on a réglé le problème du diabète essentiellement au Sénégal. Parce qu'on aura des centres, on aura des médecins formés. Voilà les actions concrètes que la diaspora peut porter. Et je pense que j'en ai fini, car mon objectif, c'est de faire du Sénégal un hub médical. Mais pour faire un hub médical au Sénégal, on a les têtes pensantes, on a des professeurs émérites qui sont reconnus mondialement. On a besoin d'un partenariat État, diaspora et investisseurs. On a besoin de privilégier les compétences locales et extérieures. On a besoin d'une politique d'investissement pour qu'on ait des structures dignes de ce nom et qui permettent l'accessibilité aux soins de la population. L'Afrique est le continent du 3e millénaire, d'après moi. On doit saisir cette opportunité pour créer cette émergence en Afrique et surtout au Sénégal. Je vous remercie. Nous constituons et nous représentons le Sénégal en tant que tel. Si ce pays va se développer, il n'y aura pas un choix que le développement du Sénégal va se passer par ses fils qui sont dans la diaspora. Donc je voudrais saisir cette opportunité et avoir quelques minutes de conversation parmi nous en tant que Sénégalais qui vivons dans la diaspora. Et avec des exemples très précis. Si j'ai pu amener une délégation américaine, c'est à travers les valeurs que la culture sénégalaise m'a donné. C'est à travers le respect, c'est à travers le sens du travail. Donc, tout Sénégalais qui est dans la diaspora, tu es un porteur de voix. Tu es un représentant du peuple sénégalais. Donc, je voudrais démarrer par vous dire, peu importe ce que vous faites dans la diaspora, mais si on s'attelle à s'agripper à ces valeurs, on sera toujours très bien positionné pour faire une différence. Donc, nous devons toujours être fiers de notre pays. Nous devons toujours être fiers de ce que le peuple sénégalais a eu à faire et a eu à nous donner. Et je le dis en connaissance de cause. En tant que président et fondateur de l'African Leadership Group, qui est une organisation basée dans le Colorado avec mission faciliter l'intégration professionnelle des immigrés africains. Et je dis bien des immigrés africains. Honorable député, j'ai été vraiment fasciné quand vous aviez posé votre première question qui était dans un cadre inclusif. Parce que je crois fermement qu'il n'y a aucun pays africain, encore mieux, aucun pays dans le monde ne saurait se développer à lui seul. Donc il est temps que nous puissions établir des ponts. Il est temps que nous puissions établir des bridges. Donc quand nous parlons de l'Afrique et quand nous parlons du Sénégal, il est temps que le Sénégal se focalise pour se positionner parmi les meilleurs. Si nous ne pouvons pas être parmi les meilleurs, soyons le premier. Parce que nous ne devons pas croire à la culture de venir en deuxième place. Donc, comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de choses à faire. Mais ça peut se faire.
Le Sénégal sert comme référence dans le monde, plus particulièrement aux États-Unis. Tous les pays africains qui sont à nos côtes, quand je leur dis que je suis du Sénégal, ils me disent que vous avez beaucoup de chance. Vous êtes issu d'un peuple qui ne connaît que la paix. Vous êtes issu d'un peuple où ses dirigeants s'activent pour l'amélioration des conditions de vie des peuples sénégalais. Peut-on mieux faire? Yes, on peut mieux faire. Mais comparé à nos voisins pays africains, on est très bien placé pour être l'un des meilleurs. Maintenant, comme membre de la diaspora, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Le peuple sénégalais, comme je l'ai dit tantôt, nous a donné ses valeurs. Une fois arrivé aux États-Unis, une fois arrivé en France, qu'est-ce qu'on peut en faire? On a pu acquérir de l'expertise, on a pu acquérir de très bonnes relations, on a accès des ressources. Donc ce qu'on peut faire et continuer à le faire, c'est vendre la destination sénégalaise. Et je le dis encore, vendre la destination sénégalaise. Et actuellement, plus particulièrement aux États-Unis, la majeure partie des Américains cherchent l'opportunité d'investir en Afrique. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas timides de les aborder, de leur offrir cette opportunité. Voilà un exemple illustrant. Là, on a pu amener plus d'une dizaine d'Américains. Je pouvais en amener une cinquantaine. Mais puisque c'était la première expérience, je voulais vraiment approcher la façon là où on pourra avoir un impact. Donc, membres de la diaspora, attelons-nous au travail. Attelons-nous au travail. Parce que le Sénégal dépend de nous. Nos familles dépendent de nous. Et on peut faire une différence. Maintenant, ce qui est sûr et certain, tout ce que nous voulons réaliser pour notre peuple, on ne pourra pas le faire seul. On a nos familles qui sont basées ici au Sénégal. On a besoin de leur support. Et nous savons que nous avons une société où les festivités n'en manquent pas. Les réalités sociales n'en manquent pas. Il va falloir aussi que nos familles qui sont basées ici au pays puissent nous comprendre. Puissent comprendre que pour avoir cet impact économique, il y a des sacrifices qui devraient être consentis. Et c'est un travail qui ne pourrait pas se faire seul par les gens qui sont dans la diaspora. Il va falloir que nos familles comprennent les réalités que nous vivons. Il va falloir que nos familles comprennent notre vision pour le peuple. Et cette vision ne pourra pas se réaliser si les économies qu'on parvient à faire, et ces économies sont utilisées pour des festivités. Et là, en tant que Sénégalais, nous le constatons. Nous dépensons des milliards et des milliards dans des festivités. Notre démarche, qui est fondée sur l'écoute, écouter cette diaspora, qui est riche, qui est compétente et qui demande juste à servir. Échanger avec elle. Vous voyez cette fine compréhension des enjeux, les défis et cette volonté d'agir qui anime cette diaspora. Et puis aller avec elle vers ce qu'on appelle la co-construction. Aller avec elle vers la co-construction. Et c'est ça notre démarche au niveau du secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Ils l'ont dit, je vais le redire directement, il fallait peut-être, pour impliquer davantage cette diaspora, se dire, ben écoutez, au Sénégal, c'est 14 régions. Faisons en sorte que cette diaspora soit la 15e. C'est ce qu'a fait son Excellence Monsieur le Président de la République dès son accession à la magistrature suprême. Mais pas que. Faire en sorte qu'elle soit présente et dignement représentée dans toutes les institutions. Oui, à l'Assemblée nationale, on me dira, il y avait toujours des députés, mais qui étaient élus par la liste nationale. Aujourd'hui, c'est nous, diaspora, qui élisons nos députés à nous dédiés. Au niveau des autres institutions, que ce soit dans le gouvernement, nous sommes une preuve vivante, mais également au niveau du Conseil économique, social et environnemental, elle est présente. Au niveau du Haut Conseil, elle est présente. Au niveau de nos consulats
Et même dans notre diplomatie, on voit aujourd'hui des Sénégalais de la diaspora qui sont mis à contribution. Au niveau également de nos mêmes ambassades itinérants. Elle est là. Mais ça, c'est au niveau institutionnel. Maintenant, faisons en sorte que des initiatives pareilles, elles peuvent venir du gouvernement. Mais on doit également libérer les énergies. Faire en sorte que des jeunes Sénégalais, des cadres sénégalais, puissent se rassembler, échanger, discuter pour voir comment ils peuvent contribuer efficacement au développement socio-économique de notre pays. Parce que l'axe 2 du PEC, c'est la promotion du capital humain. Et vous l'avez dit, quand on regarde les priorités, la santé, voilà un exemple vivant, il l'a si bien expliqué. Et j'ai bien aimé le fait qu'il nous ait dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays? Le plus respect en tant que Sénégalais de l'autre côté qui critiquent, qui sont acteurs, mais qui sont plutôt spectateurs, mais plutôt acteurs, chacun dans son domaine. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, je peux en témoigner parce que jusqu'à un passé récent, j'ai occupé le poste de chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Et j'ai pu voir, mesurer les compétences de nos jeunes qui sont partout dans le monde, dans les plus grandes universités internationales. Des compétences fines, mais qui malheureusement, souvent à la fin de la formation, restent dans ces pays. Comment faire pour mobiliser ces diasporas scientifiques et hautement qualifiées? C'est une orientation stratégique de notre secrétaire d'État. Aller vers des bases de données où on peut répertorier, où on peut effectivement référencer, où le réflexe de l'État serait, écoutez, j'ai besoin d'une compétence fine dans tel ou tel domaine, je me connecte pour voir cette compétence, elle est aux États-Unis, elle est en Europe, elle est en Asie, elle est également en Afrique. Mais comment faire effectivement pour la contacter et faire en sorte qu'elle puisse venir et servir, quel que soit, je dirais même, en tout cas, voilà, son parti politique et autres, parce que nous devons aller au-delà de toutes ces petites contingences pour dire, écoutez, nous voulons bâtir le Sénégal de nos rêves et nous le ferons avec l'ensemble des filles et fils de ce pays. Dans cette orientation stratégique, il a dit au niveau de la santé, qu'est-ce que la télémédecine aujourd'hui nous permet de voir des docteurs qui sont dans la diaspora, qui sont dans les laboratoires, dans les grands hôpitaux, mais qui puissent interagir ici avec nos hôpitaux qui sont au niveau du Sénégal. Je pense que dans le monde de l'enseignement supérieur avec les zénos, aujourd'hui, un médecin, peut-être on doit aller vers cela plutôt, peut rester à Dakar, être dans la diaspora et aider peut-être à consulter à distance un patient qui est à Kolda ou bien qui est quelque part ailleurs. Nous avons également une université virtuelle. Nous avons des docteurs dans la diaspora. En 2016, j'ai fait l'expérience, rien que sur Facebook, en disant, écoutez, on voulait répertorier nos docteurs qui sont dans la diaspora. À moins d'un mois, c'est 263 docteurs sénégalais qui sont inscrits et directement. Et c'était uniquement sur les réseaux sociaux. Et certains, malheureusement, se contentent de petits boulots pour rester dans ces pays, alors qu'il y a tout à faire dans notre pays. Il y a une grande réforme ambitieuse de l'enseignement supérieur, où on doit créer des universités nouvelles, aller vers des ISEP, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Ce ne sont pas des Américains. Oui, j'apprécie. Encore moins des Asiatiques qui vont venir et développer ces universités, où ils doivent le faire en renfort, mais ce sont nous autres Sénégalais et Sénégalaises qui doivent effectivement porter cette ambition. Dans le domaine de l'investissement, vous l'avez si bien dit, c'est vrai, on ne remerciera jamais assez la diaspora. Elle stabilise nos foyers, nos familles. Elle supplée même l'État dans pas mal de domaines, en construisant des écoles, des accès à l'eau potable, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous devons effectivement réorienter cet investissement vers les secteurs productifs. Je termine par une autre ambition, c'est aller vers un forum international de la diaspora, mais au Sénégal. Pour dire, écoutez, nous avons des réseaux. Cette diaspora, elle est diversifiée, ce sont même des diasporas. Mais comment faire pour que l'ensemble de ces réseaux, américains,
Européens, Asiatiques, Africains puissent se rencontrer au Sénégal et réfléchir par elles-mêmes sur sa contribution, sur son implication active dans tout ce qui se fait de bien et de beau dans ce pays. L'État Moïse Sarr l'a rappelé tout à l'heure, 1200 milliards, c'est le volume des transferts l'année dernière que la diaspora a envoyé vers le Sénégal. Nous savons que cette somme représente 2 fois l'aide publique au développement. Nous savons que ces montants sont beaucoup plus stables que les investissements directs étrangers, mais nous savons aussi que 85% de ces fonds participent à réduire drastiquement la pauvreté dans notre pays. Donc c'est pour la consommation des ménages, puisque la diaspora finance plus la consommation des ménages que l'État lui-même. D'où l'impérieuse nécessité maintenant de relever 2 grands enjeux. Le premier, c'est la cherté des coûts de transfert d'argent vers la zone Afrique, qui est extrêmement chère, nous sommes aux alentours de 10%. Et le deuxième enjeu, c'est comment maintenant orienter l'investissement de la diaspora vers le secteur productif, c'est-à-dire comment financer l'économie de notre pays. Et donc pour discuter de ce thème important, j'ai le plaisir en tout cas aujourd'hui de modérer ce panel d'experts de très haut niveau. À ma droite, des acteurs étatiques. Je veux citer l'administratrice du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, Mme Natassa Mbaké, qui depuis de longues années fait un travail extraordinaire, en tout cas dans ces créations de passerelles de transition économique pour mobiliser l'investissement de la diaspora. Donc nous aurons en tout cas la vision des acteurs étatiques, ce qui me permet de présenter ma sœur que je retrouve, que j'ai côtoyée à Paris, la talentueuse banquière. Je veux citer Mme Diaodia, qui est chef de division en tout cas du financement de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, et le talentueux et mon frère, mon grand frère, Abdourahmane Diouf, que j'ai eu l'honneur de fréquenter sur les bords du lac de Genève depuis 2006 déjà, et qui fait partie vraiment de ces talentueux fils du Sénégal qui font notre fierté et qui de très belle manière participent en tout cas à l'éclosion des talents et participent également à cette compétition qui est aujourd'hui économique. Donc, Madame l'administratrice, je voudrais vous demander aujourd'hui, à date, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ensemble des dispositifs que l'État du Sénégal a mis en place et quels sont aujourd'hui les enjeux et les perspectives pour accompagner l'investissement de la diaspora? Merci. Vous me permettrez aujourd'hui aussi de porter 2 chapeaux en tant que membre de la diaspora et en tant qu'administratrice du FES. Je vais commencer par saluer tout le monde et vous dire bienvenue, mais aussi au Sénégal pour ceux qui ne sont pas sénégalais, mais aussi à nos éminents experts, comme l'a si bien dit Sété. Je pense que nous avons la crème ici. Je pense qu'il y a beaucoup de monde que j'ai rencontré dans la diaspora. Je parle en l'occurrence de mon frère, M. Goudiaby, et bien d'autres qui étaient à Lyon et qui viennent de me demander pourquoi vous n'êtes pas revenu. Je fais le tour du monde, donc je ne peux pas aller 2 fois dans chaque ville. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de vous voir, de voir une sœur qui est nominée aussi, Madame Fall, du Nigeria, donc Madame Bouk, des États-Unis. Mais aussi, je pense que j'ai un frère qui est chef du bureau économique des États-Unis, donc je vais commencer par l'Amérique, contrairement à M. Ba qui a commencé par la France. So welcome for all my American friends, brothers and investors. Welcome to Sénégal. Donc je pense que non seulement c'est une idée très excellente, mais aussi ça vient à son heure. Comme l'a si bien dit le secrétaire d'État, nous sommes là en tant que représentants du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, comme vous le savez, qui est un ministère qui englobe beaucoup de divisions, de directions. Mais aussi, nous sommes là pour l'objectif principal ici, aussi du président de la République, dans ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui a un des axes, comme on vient de le dire, le secrétaire d'État, qui l'a si bien expliqué, le capital humain. Je pense que c'est important aujourd'hui que la diaspora, et je commencerai par ce plaidoyer, fasse des rencontres comme cela. C'est important de vous voir, de nous voir, parce que je parle toujours en termes de nous. Je dirais juste, je commence aussi par vous dire cette anecdote. Le FES que je dirige aujourd'hui, j'ai fait 16 ans aux États-Unis et je ne savais pas si le FES existait. Je faisais partie des Sénégalais qui disaient tout le temps « le Sénégal n'a rien pour les gens de la diaspora ». J'ai tout le temps critiqué.
Et je me suis rendu compte en 2008, en faisant une visite dans l'administration centrale, au building administratif, on me parle des ministères, et je vois en 2010 qu'il y avait un fonds qui existe depuis 2008 que je gère en ce moment. Donc nous n'allons pas vers l'information, et c'est important. C'est pourquoi je salue cette initiative d'aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir un bridging entre ce qui existe, ce qui a existé et ce qu'on peut faire dans le futur. Et je pense que mon frère, le docteur Diouf, pourra venir dans ça. L'investissement, ce n'est pas seulement l'État. Je pense que l'État occupe une infime partie de l'investissement. Mais je me rends compte que, par exemple, en travaillant dans le FES, j'ai déjà reçu 2 ou 3 Sénégalais qui sont venus me dire « j'ai pas besoin de financement, j'ai pas besoin des banques, j'ai de l'argent et je veux investir au Sénégal ». Parce que aussi nous sommes là, pas juste pour financer le FES, mais pour orienter les Sénégalais qui veulent faire partie de ce Sénégal émergent que nous sommes en train de bâtir. Et je pense que nous avons cette excellente vision du chef de l'État, le président de la République Macky Sall, qui fait que nous avons beaucoup de choses à faire et c'est un important levier. Pourquoi aussi j'estime que c'est important d'avoir ces rencontres? C'est des rencontres d'échange entre les Sénégalais qui sont restés dans les autres pays, mais qui pensent au Sénégal, et on l'a dit tout à l'heure, just think about what you can do for your country. Je pense que tout le monde a entendu ça d'un président américain, du président John Fitzgerald Kennedy. Mais ce qui est important, c'est au-delà de cela, nous sommes des fils du Sénégal. Moi, je n'avais jamais pensé que je retournerais au Sénégal et je n'ai jamais pensé travailler dans le gouvernement du Sénégal. Et ça, je l'avoue. Je faisais partie des détracteurs du gouvernement qui disaient tout le temps, il n'y a rien pour moi. Et on assiste à un brain drain, comme on dit, la fuite des cerveaux. Ce brain drain doit s'arrêter. Pourquoi ça doit s'arrêter? C'est-à-dire tout le monde ne peut pas venir et avoir du travail. Mais aussi en ce qui concerne le financement de retour. Beaucoup de Sénégalais, et ça c'est un défi qu'il faut relever, je ne vais pas parler des autres défis, mais au moins ce défi-là. La plupart des Sénégalais qui sont bien établis dans les pays d'accueil et qui ont des compétences requises pour pouvoir amener leur brain ici au Sénégal, en général ne rentrent pas, il faut le dire. Et je parle sous le contrôle de l'honorable. Vraiment, c'est une fierté d'avoir l'honorable vraiment qui nous vient de la France. Mais aussi, il y en a beaucoup qui peuvent, mais qui ne veulent pas rentrer tout simplement parce que, je dis toujours parce qu'il y a le climat. Parce que moi, j'ai eu un problème, j'ai eu un culture choc quand je suis revenue au Sénégal. Chaque fois, je venais chaque 2 ans, mais chaque fois, avec juin et juillet, j'avais arrêté de venir. Il faisait trop chaud. Mais c'est notre pays, nous devons le bâtir. On ne parle pas des buildings de New York, on ne parle pas de Paris. On peut y aller, mais aussi on parle de ce qu'on peut faire au Sénégal. Le Sénégalais qu'on a financé, qui est actuellement à Matam, c'est un Sénégalais actuellement qui vivait en Espagne. Il est à Matam, il est rentré, il a créé 12 emplois. L'autre est à Kolda, on vient de rentrer de Sédhiou. Il y en a qui sont restés là-bas, qui ne veulent même plus venir à Dakar. Pourtant, ils ont vécu 30 ou 40 ans en France ou en Europe. Donc, la diaspora, pour moi, il y a 2 niveaux. Ce que la diaspora peut faire dans son pays d'accueil et ce que la diaspora peut faire dans son pays d'origine. Il y a un énorme problème d'organisation au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup d'organisations, d'associations, de DARA, mais à chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour des festivités. Alors qu'on est quand même des intellectuels, on a une valeur ajoutée à apporter, non seulement pour notre communauté dans notre pays d'accueil, mais également pour notre pays d'origine. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, au moment de l'arrivée dans le pays d'accueil, les gens ne vont pas s'inscrire au niveau du consulat. Je suis la première, hein, franchement. J'avoue que j'y allais juste pour renouveler mon passeport ou pour avoir ma carte d'électeur, parce que voilà, je tiens à voter quand même. Donc, il y a un problème d'organisation qui fait qu'on a des difficultés à atteindre la cible diaspora. Si on a des informations à faire passer, notamment le FES ou l'ADER ou d'autres initiatives publiques, on a du mal à atteindre cette diaspora-là parce qu'elle est dispersée. Il n'y a pas une organisation. Donc il faudrait peut-être, ça c'est quelque chose qui doit peut-être se faire au niveau des pouvoirs publics, qu'il y ait une obligation quand on sort du territoire sénégalais, pour aller où que ce soit dans le monde, qu'il y ait une inscription. Ça nous permet au moins de transmettre l'information. Peut-être qu'il n'y aura pas un retour de tout le monde, mais au moins l'information, elle est disséminée. Donc je pense qu'il y a ce premier niveau-là à faire. Le second niveau, c'est comme je le disais tantôt, quand on se réunit, c'est bien de se réunir pour les festivités, mais réunissons-nous également pour aller de l'avant, pour notre propre développement personnel,
Parce que le développement économique commence par le propre développement personnel. Moi, j'aime bien dire quand on a faim, franchement, on ne pense pas à créer une entreprise, hein. On pense d'abord à se nourrir, à soigner son enfant. Donc il y a quand même une certaine autonomie économique, personnelle à avoir avant de penser à autre chose. Donc quand on se regroupe, parce qu'en France notamment, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sur le carreau, qui n'ont pas pu terminer leurs études, on en sait quelque chose, hein, qui n'ont pas pu terminer leurs études ou qui n'ont pas pu trouver de travail, alors qu'il y a la communauté qui est là, qui peut faire quelque chose. Ne serait-ce qu'en termes de conseils, de coaching, de mentoring ou même de financement. On ne se fait pas confiance, mais si on ne se fait pas confiance, il y a des mécanismes qui existent pour contourner cette absence de confiance qui existe entre nous. Surtout quand on est dans des pays développés où le law enforcement existe. Donc, quand on structure vraiment les différents types de partenariats, on peut s'aider entre nous. Et une fois qu'on est bien économiquement, on peut penser à ce qu'on peut faire dans notre pays. Voilà. Toujours dans la diaspora, nous, on a été confrontés on a été interpellés à plusieurs reprises sur pourquoi l'ADER ne finance pas la diaspora. Ça m'étonne. Beaucoup de personnes, en France notamment, on est en France, les taux d'intérêt sont autour de 1%, on travaille et on va chercher un financement de l'État sénégalais qui est à 5% et qui est autour de 10-15 millions, alors qu'on peut prendre un crédit à la consommation jusqu'à 50 millions et commencer soi-même son projet. Donc ça, c'est un souci que je trouve au niveau de la diaspora. L'apport de la diaspora, justement, c'est qu'elle est éduquée et qu'elle doit être au courant de toutes ces opportunités qui existent dans le pays d'accueil et pouvoir les exploiter. Et ça, c'est un conseil que je lance. Je ne l'ai pas utilisé, malheureusement, quand j'étais dans la diaspora. Mais bon, c'est quand même quelque chose que j'ai constaté et je trouve qu'on gagnerait vraiment à s'organiser dans ce sens-là. Par rapport aux pays d'origine, il y a l'investissement financier, il y a l'investissement en temps, il y a le give back, le mentoring. Nous tous qui sommes dans la diaspora, nous sommes des modèles pour nos frères et sœurs qui sont restés ici. Il ne suffit pas juste d'envoyer de l'argent pendant les baptêmes, les mariages et autres. Il y a aussi cet aspect conseil qui est extrêmement important. Peut-être que nous n'avons pas eu ça parce qu'on n'avait peut-être pas des grands frères ou des tontons ou des tatas qui pouvaient nous orienter, mais on peut jouer ce rôle-là pour nos petits frères. Et c'est important parce que la moitié de la population sénégalaise est très jeune. Il y a un problème d'éducation, de mindset, et on doit jouer sur ce levier-là pour l'avenir. Donc il y a cette partie give back, il y a également la partie financement. Quand on envoie tout cet argent-là et qu'on n'envoie pas les résultats, c'est normal. Il n'y a que ça au Sénégal. Moi, je ne donne pas pour ça. Même quand j'étais à l'étranger, je ne donnais pas. Ce n'est pas en étant ici que je vais donner. Le problème des transferts, comme l'a souligné Babacar, c'est un problème de coût. Les coûts des transferts sont extrêmement élevés et ça fait que les réseaux alternatifs pas maîtrisables se développent. Donc il y a quelque chose à faire au niveau du coût des transferts. Peut-être que l'État peut, je ne sais pas ce que l'État peut faire, mais bon, on peut peut-être, en utilisant la BHS qui est très présente dans la diaspora, faciliter les transferts de fonds à des coûts moindres. Et une fois que ça s'est fait, ça nous permet de capter une partie de ces fonds-là. Parce que si on ne maîtrise pas les réseaux, on peut difficilement capter les fonds de la diaspora. Les réseaux ne sont pas maîtrisés, on ne peut pas les capter. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que la Banque mondiale s'y est essayée à échouer. Toutes les coopérations KfW, Bio, FMO s'y sont essayées et ont échoué. Donc il faut que les pouvoirs publics ici en Afrique s'y mettent pour qu'on puisse capter vraiment cette manne financière de la diaspora. Alors, je vais vous donner un chiffre, toujours sur la diaspora. Un membre de la diaspora sur 10 envoie $1000 par an, ça fait 3 milliards de dollars par an. Pour vous dire l'impact de la diaspora, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et franchement, vous tous qui êtes là, $1000 par an, ce n'est pas quelque chose, c'est peut-être beaucoup, mais c'est un membre sur 10. Hein. Donc ça veut dire $100 par personne pour financer le développement du pays, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense qu'il faudrait vraiment regarder comment on peut organiser cette collecte de fonds. Pour toujours cette collecte de fonds de la diaspora, nous, on a un projet, on va certainement travailler avec le FES, avec le ministère, le secrétariat des Sénégalais de l'extérieur, pour essayer de capter cette manne financière. CGF et BHS s'y sont essayés. Le Diaspora Bond, c'était un succès énormissime, mais destiné à des financements qui ne sont pas forcément très générateurs de revenus. Si c'est pour l'immobilier, je pense qu'il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a l'artisanat qui sont beaucoup plus générateurs de revenus et qui concernent l'essentiel de la population sénégalaise. Et on gagnerait à orienter ces fonds de la diaspora-là vers ces secteurs prioritaires.
Donc il faut essayer de trouver un mécanisme en associant aussi bien le privé que le public, parce que dans le mindset des membres de la diaspora, investir une partie de son épargne dans une structure publique, je pense que ce n'est pas accepté. Mais si on intègre une structure privée, notamment une banque ou une société de gestion comme CGF, ça peut permettre de collecter une bonne partie de cette manne financière et de l'orienter vers des projets de développement. Donc ça, je pense que c'est une piste. J'entre vraiment dans le vif du sujet, hein, et puis je conclue. Je pense que c'est une piste qu'on peut regarder pour capter une partie de l'épargne de la diaspora. Et beaucoup de pays le font déjà. L'Inde le fait, c'est un succès. L'Éthiopie l'a fait, le Nigeria l'a fait. Et c'est vraiment un succès, ça leur a permis de collecter des milliards de dollars pour le financement du développement de leur pays. Donc nous, on va travailler sur ça, Madame Baquet. Voilà, c'est un projet. D'ailleurs, c'est une expression du président de la République, hein, qui nous a demandé justement de monter ce fonds-là pour essayer de capter, même si c'est symbolique au départ, cette épargne de la diaspora-là, et d'en faire un levier. Le secteur privé peut tout faire, je sais pas, mais le secteur privé ne peut rien faire sans l'État. L'État ne peut rien faire sans s'appuyer sur ses contribuables et ses consommateurs. Le consommateur ne peut rien faire sans son secteur privé. Le secteur privé ne peut rien faire sans l'État. C'est ce que j'appelle depuis quelques semaines le triangle de la prospérité qu'il faut pouvoir bâtir au Sénégal et qui est à la base du patriotisme économique. Nous avons des dirigeants. Aujourd'hui, je suis autour de la table avec des gens qui représentent l'État. L'État, c'est la souveraineté. L'État, c'est la puissance publique. L'État a des prérogatives de puissance publique, ce que nous autres n'avons pas. Vous pouvez être un milliardaire au Sénégal, créer de l'emploi, avoir des usines. Si vous n'avez pas l'onction du suffrage universel ou si vous ne bénéficiez pas d'une nomination de l'État ou si vous ne pensez pas à un concours de l'ENA pour être administrateur, vous ne décidez pas, vous ne parlez pas, vous n'avez pas de mandat du Sénégal. C'est fondamental. Il appartient à ceux qui ont ce pouvoir de nomination et ceux qui sont nommés comme vous êtes des privilégiés, de savoir que vous n'êtes pas nommés pour vous-même, mais que vous travaillez pour tous les autres qui ne sont pas dans le champ politique, qui ne sont pas dans le champ de l'administration et qui sont en réalité vos boss. Ces gens-là, c'est le secteur privé et c'est le contribuable sénégalais. Et si nous avons tous les trois la lucidité de nous comprendre, fatalement, ce triangle de la prospérité va amener à un Sénégal du bonheur. Je représente le club des investisseurs sénégalais. La nuance est importante, ce n'est pas le club des investisseurs du Sénégal, c'est le club des investisseurs sénégalais. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un patronat classique. Vous avez ici des organisations patronales qui font un très bon travail, mais nous avons choisi de prendre d'autres voies. Et pour la boutade, je dis toujours que nous ne sommes pas une organisation patronale, mais nous sommes une organisation de patrons. Parce que les 75 membres aujourd'hui qui sont dans le club des investisseurs, avec leur entreprise, sont membres de ces différentes organisations patronales. Mais ces organisations patronales contiennent aussi des entreprises sénégalaises, entre guillemets, qui sont les filiales de multinationales. Donc ce ne sont pas dans ces structures qu'on va parler de patriotisme économique. Et ce qui nous a manqué pendant 60 ans maintenant dans ce pays, c'est que l'État, comme j'ai l'ai dit tout à l'heure, travaille pour son secteur privé qui lui rend la monnaie de la pièce en créant de l'activité, en créant des emplois, en créant la croissance. C'est pour ça que je dis toujours que c'est le secteur privé qui crée le bilan de l'exécutif. Et si l'exécutif a la lucidité et l'intelligence de le comprendre, l'exécutif soutient son secteur privé national. Alors, nous existons depuis le 2 juin 2018, c'est relativement récent, et nous avons 3 objectifs principalement, que je vais essayer d'articuler autour des points dont on va parler tout à l'heure. Notre premier objectif qui est très simple, qui n'aurait pas dû être un objectif du secteur privé, c'est l'accès à notre marché national. Quand on le dit, ça doit être évident. Je suis sénégalais, j'ai une entreprise. Mais si aujourd'hui on fait le bilan, on se rend compte que l'économie de mon pays, qui est le Sénégal, n'est pas entre les mains des entreprises sénégalaises. L'économie, et ce n'est pas une question du régime actuel, c'est une question de système qui a fait que par la règle du traitement national, les entreprises sénégalaises ont beaucoup plus de facilité, d'exonération, d'incentives, d'accompagnement qui leur permettent de s'épanouir dans notre propre pays. Récemment, quand on parlait de la loi sur le contenu local, l'une des propositions fortes que le Club des investisseurs sénégalais a faites, c'est de redéfinir la notion d'entreprise sénégalaise. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a beaucoup de générosité. L'État du Sénégal a beaucoup de plans pour le secteur privé.
Mais toutes ces flexibilités que l'État du Sénégal accorde à l'entreprise sénégalaise va prioritairement à des entreprises qui sont étrangères, mais qui ont été créées sous le droit sénégalais, qui battent pavillon sénégalais et qui captent l'ensemble de ces flexibilités et de ces soutiens financiers qu'on est censé donner à l'entreprise sénégalaise. C'est une faille que les multinationales exploitent et qui fait que nos entreprises sénégalaises en tant que telles n'en bénéficient. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un appel d'offres pour un marché important, 100 millions, 200 millions, 300 millions. La filiale française, chinoise, américaine, qui a déjà des références dans ce domaine, qui a déjà amorti ses investissements dans ce domaine, présente plus de garanties d'exécution du marché que la petite et moyenne entreprise. Et en ce moment-là, c'est l'État du Sénégal qui doit, à travers sa main, retravailler la notion du patriotisme économique pour faire en sorte de faire travailler ces entreprises. Et c'est parce que cette erreur n'a pas encore été corrigée que nous pouvons avoir des croissances de 5%, 6%, 6,5%, mais que les Sénégalais en réalité ne voient pas, parce que c'est une croissance qui se mange, mais c'est une croissance qui se mange à l'extérieur. Donc nous, Club des investisseurs sénégalais, nous nous sommes dit il est temps qu'on se mette ensemble pour répondre aux appels d'offres de l'État, pour présenter les garanties financières et techniques qui nous permettent, dans tous les domaines où une entreprise sénégalaise est éligible, de pouvoir prendre le marché. C'est ça qui nous permettra dans quelques années d'être hégémonique économiquement dans notre premier pays, dans notre propre pays. Le deuxième point, c'est le développement du partenariat international. Le Club des investisseurs, comme porte d'entrée des investissements, ce n'est pas que nous faisons de la concurrence à l'APEX. Mais dans tous les domaines, il y a des prérogatives de puissance publique et il y a une partie de la souveraineté de l'État qui peut être concédée. Moi-même, Abdourahmane Diouf, Sénégalais de l'extérieur, j'ai la fierté, quand je passe du côté de Keur Gorgui, de voir là-bas un immeuble de 10 étages dans lequel on a déjà investi plus de 2 milliards et qui est venu de mon salon de Versoix à Genève où j'ai convaincu quelqu'un de venir investir au Sénégal. Donc j'ai été, sans avoir un mandat, sans avoir été nommé, une porte d'entrée pour les investisseurs sénégalais. C'est ce que le Club des investisseurs veut faire. Mais le Club des investisseurs veut le faire avec un bémol extrêmement important. Puisque nous avons la plupart du temps des investisseurs qui viennent avec leurs expertises, avec leurs capitaux, qui sont 100% étrangères et qui rapatrient les dividendes chez eux, nous, on va les chercher à la porte de notre frontière. Madame, dañ leen di gàttandu ànd ak ñoom pour pouvoir récupérer 5%, 10%, 15% de leur capital. C'est ça qui fait que leur investissement bénéficie au Sénégal, mais c'est ça qui fera aussi que l'investissement est durable et c'est ça qui fera qu'une partie des dividendes reste au Sénégal pour que les Sénégalais puissent vivre de cette richesse. Nous sommes en train de faire, nous sommes en train de très très bien le faire. Je passe mon temps à rencontrer dans mon bureau des investisseurs étrangers de partout qui nous disent qu'il y a un petit problème d'organisation parce que votre pays a une attractivité qui n'est pas encore totalement prise en charge. Combien de fois moi-même j'ai rencontré des milliardaires turcs, chinois ou ailleurs qui viennent au Sénégal se promener pendant une semaine, qui ne trouvent pas d'interlocuteurs, qui ne trouvent pas de porte d'entrée et qui se disent mais comment voulez-vous que j'investisse des milliards dans un pays où je n'ai même pas été accueilli à l'aéroport? Alors ce sont des gens qui voyagent en jet privé. Donc cette théorie de porte sénégalais qui est une porte d'entrée, ce n'est pas seulement une prérogative exclusive de l'État. C'est une prérogative du Club des investisseurs, c'est une prérogative de vous-même. Je suis sûr que vous avez vous aussi passé votre temps à convaincre des gens de venir au Sénégal au lieu d'aller au Cameroun, au lieu d'aller en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc ça, c'est un travail que nous faisons et nous vous appelons à vous approcher du Club des investisseurs pour qu'on puisse le faire ensemble. Le troisième élément, très simplement, c'est les études et la prospective. Nous nous sommes dit au Sénégal, il n'y a pas vraiment de débat économique. Vous savez, il y a un grand débat politique, il y a beaucoup de débats religieux, il y a du débat sur tout, mais il n'y a pas de débat économique au Sénégal. Et nous nous sommes dit, le secteur privé, pour pouvoir aider l'État, doit être dans le processus de décision. L'État, ça ne doit pas seulement être l'énarque, le technocrate qui s'enferme dans son bureau, qui décide pour moi, sans pour autant avoir une claire conscience de mes besoins. Il est au service de moi du secteur privé.
Donc je l'aide en lançant des débats sur le contenu local, sur la fiscalité, sur la diaspora, à prendre en charge un certain nombre de réflexions que j'ai moi-même faites en tant que secteur privé pour pouvoir prendre des décisions qui seraient conformes à mes attentes. Donc voilà globalement le club des investisseurs. Et le travail, le service que nous pouvons rendre aujourd'hui à la diaspora, et j'insiste énormément sur ça, le club des investisseurs, dans quelques temps, commencera à vous fournir le service extrêmement important de structurer vos investissements dans des domaines qui sortent de votre cœur de métier classique, dans des domaines qui sortent de votre zone de confort. Je m'explique. Vous pouvez être spécialiste en agriculture et vous investissez dans l'agriculture. Vous pouvez être spécialiste en tourisme, en immobilier et vous investissez dans ça. Nous sommes en train de mettre en place un fonds d'investissement et différentes sociétés d'investissement avec S qui nous permettra à chaque fois qu'il y a un projet majeur au Sénégal de faire participer le club des investisseurs à travers ses membres. Récemment, on a fait une réunion avec le ministère des Infrastructures qui nous a présenté tous les projets d'investissement du Sénégal dans son domaine. Nous savons aujourd'hui qu'il y a l'autoroute La Côtière qui va de Dakar à Saint-Louis. Ça nous intéresse. Nous savons qu'il y a la bretelle d'autoroute qui va de Thiès à Tivaouane. Ça intéresse le club des investisseurs. Nous savons qu'à l'APIX, au niveau de Eiffage, et ça beaucoup de Sénégalais ne le savent pas, il y a 25% du capital de Sénac Eiffage dévolu au secteur privé. Ça intéresse le club des investisseurs sénégalais. Nous savons qu'il y a une partie du capital qui doit être ouverte au niveau de la BNDE. Ça intéresse le club des investisseurs sénégalais. Nous savons qu'il y a des zones spéciales, économiques spéciales, qu'il y en a une qui est prévue à Saint-Louis sur le tourisme. Ça intéresse le club des investisseurs sénégalais. Si vous êtes membre du club des investisseurs sénégalais et que vous travaillez avec le club des investisseurs sénégalais, votre épargne, votre capital sera redirigé vers des projets d'envergure, durables, qui peuvent arriver à maturité dans 30 ans, 50 ans, et qui vous évitent, vous, la réflexion de l'opportunité de l'investissement dans un secteur donné. Parce que ce travail aura été au préalable fait par l'État et par le club des investisseurs, qui vous dit, puisque vous êtes membre du club des investisseurs, pour l'autoroute à péage, vous avez 2%, pour la VN2, vous avez 3%. L'autre jour, j'ai discuté avec un ami sportif de très haut niveau, et je lui disais, vous voyez par exemple le taux d'échec d'investissement des sportifs de haut niveau. Parce qu'ils sont jeunes, ils gagnent beaucoup d'argent. Bon, d'habitude, ils ont un agent ou un oncle à leur côté. Ils sont plus ou mal bien renseignés. Et il y en a énormément qui arrivent à la retraite sans investissement lourd, important, qui leur garantissent une retraite. La plupart du temps, c'est de l'immobilier et encore, ça ne marche pas toujours. Et je lui disais, si vous êtes membre du club des investisseurs, vous n'avez même pas besoin de réfléchir aux opportunités d'investissement. C'est le club qui le fait à votre nom et c'est le club qui vous permet de mettre quelque part 1 million d'euros, quelque autre part 500 millions de francs CFA, et qui fait que votre retraite elle est garantie du simple fait que vous êtes dans le club des investisseurs qui est proche de l'État et qui travaille à identifier ces secteurs. Je vous parlerai de la diaspora sociale. À mon avis, la diaspora sénégalaise, elle est sociale. Elle est très sociale, elle est peut-être même trop sociale. Et c'est une diaspora qui est basée sur trop de solidarité. Et trop de solidarité est une négation du leadership entrepreneurial. Dans nos pays, moi j'ai été partout, j'ai vu. Et ce n'est pas nous faire du mal que de dire que dans nos pays d'accueil, nous ne sommes pas toujours les premiers. Les Sénégalais d'Italie, d'Espagne, de Suisse ou d'ailleurs travaillent à rapatrier une partie de leurs fonds pour des besoins de consommation. On l'a déjà dit, c'est du social. Ce n'est pas ça qui va développer un pays. Mais il y a en même temps un problème de mindset. Allez à Londres, en Allemagne, un peu partout. Vous voyez les Afghans, les Pakistanais, ils sont dans l'investissement dans leur pays d'accueil. Cet investissement qu'ils vont faire dans leur pays d'accueil va se fructifier pour leur permettre de faire des investissements dans leur pays d'origine. Et dans les différents pays où nous vivons, nous ne faisons pas de l'investissement parce que nous sommes terrorisés par le modèle d'investissement sénégalais. Un Sénégalais qui meurt sans avoir construit une maison est un Sénégalais qui a échoué. C'est le terrorisme de l'immobilier parce que nous sommes nés comme ça, nous avons été formatés comme ça. Alors que l'entrepreneur du secteur privé,
c'est quelqu'un qui prend plus de risques que les autres. C'est celui qui a une marge bénéficiaire. C'est celui qui a un petit capital, qui pense au-delà de sa maison, qui passe au-delà de la voiture 4x4 qu'il va acheter et qui est tellement généreux qu'il se dit « j'ai déjà pas de quoi vivre, les 50 millions de marge bénéficiaire dont je dispose doivent être investis pour que d'autres en bénéficient ». Je ne veux pas donner un exemple personnel, mais je connais énormément des gens qui ont eu des maisons dans le Tar, des Sénégalais de la diaspora, dont on disait qu'ils ont échoué. Parce que Moussa Ndiaye am na kër, parce que Ablaye Diop am na kër, yow bi nga jógee Sénégalais ba léegi amoo dara. L'expérience m'a montré que ce sont ces gens-là, à la fin de la journée, qui sont les investisseurs qui permettent de créer des emplois. Parce qu'ils n'ont pas mis le capital de départ dans un bien immobilier, d'habitude, quelque part, construit quelque part avec un gardien, c'est un emploi qui est créé, ou d'habitude, puisque vous n'êtes pas encore rentré, vous allez louer ça, au bout de 3 mois, le locataire ne paye même plus, vous ne savez plus quoi faire avec. Ce sont ces gens-là qui ont eu des maisons sur le tard, qui ont été les premiers investisseurs. Et leur premier investissement est le levier qui va leur donner 1 maison, 2 maisons, 3 maisons. Donc je pense que pour rester dans le leadership entrepreneurial, il faudrait que dans nos propres pays d'accueil, qu'on refuse de se voir tout simplement comme des immigrés salariés. Que là où le Français, le Belge ou le Suisse puisse se dire « je vais chercher un agrément puisque je veux faire un café », que le Sénégalais doit pouvoir le faire. Est-ce que vous avez déjà vu un Sénégalais créer un restaurant continental, international, dans un pays étranger, autre qu'un restaurant sénégalais? Où est-ce que c'est écrit que quand le Sénégalais investit dans la restauration, ça doit être un restaurant sénégalais? Mais les autres, les Français, ils font des restaurants chinois. Les Chinois, ils vendent de l'attiéké. Et ils vendent même mieux l'attiéké maintenant qu'au Côte d'Ivoire. Mais parce que nous avons une force sociale, malheureusement, qui nous tire vers le bas dans nos différents pays, au point que quand on est à l'étranger, on n'est que dans le social, on n'est que dans la consommation, on n'est que dans le terrorisme de l'immobilier. Donc je pense qu'il y a un problème de mindset avec cette diaspora sociale. Il y a la diaspora du talent, le capital humain, on en a parlé. C'est vous, c'est moi, c'est les autres. Ce n'est pas que nous sommes forcément plus brillants que les autres, mais nous avons des parcours de vie qui nous permettent d'avoir de la valeur ajoutée. Le Sénégalais qui n'a même pas fait des études longues, qui s'est trimballé un peu partout en Suisse, en Espagne, en France, il a vu de ses propres yeux, ce qu'on appelle le développement. Tout simplement. Moi, à Genève, les gens me taquinaient un peu parce qu'à chaque fois que je vois un joli parc, à chaque fois que je vois quelque chose de bien, je me dis, mais si je pouvais avoir ça à Rufisque. C'était mon défaut principal. Au Sénégal, parce que quand tu vis dans ces sociétés-là, tu emmagasines un capital d'expérience qu'on n'apprend pas dans nos écoles. Et c'est ça qui crée le mindset du leadership entrepreneurial qui fait que tu as envie d'entreprendre. Alors que nous venons d'une société de fonctionnariat. Je ne le dis pas contre les fonctionnaires, mais on est dans une société de fonctionnariat où les gens vous poussent à aller dans un bureau, à s'asseoir, à attendre un salaire, à cotiser pour la retraite, à vivre la retraite et à mourir tranquillement. C'est totalement différent de la psychologie sénégalaise de base. Il ne faut pas oublier que très peu de Sénégalais ont des emplois salariés. Donc maintenant, quand vous avez du talent et que vous êtes à l'étranger, ce talent-là doit pouvoir servir au Sénégal. Mais là aussi, on a des pesanteurs sociales et administratives extrêmement difficiles. Le Sénégal, malheureusement, n'a pas réglé le problème de sa cohabitation avec les Sénégalais de l'extérieur. Malheureusement. Il y a un problème à un double niveau. Parce que le Sénégalais de l'extérieur, d'habitude, c'est un privé. Au niveau national, le secteur public regarde le secteur privé comme des gens souvent égoïstes qui se sont mis à leur compte, qui ne travaillent pas pour le compte de l'intérêt national et qu'ils ne soutiennent pas. Alors qu'ils n'ont pas compris qu'en soutenant cet investisseur du secteur privé, il se soutient lui-même parce que son salaire est payé par ce membre du secteur privé. Maintenant, le Sénégalais lui-même a une autre façon de voir le Sénégalais de l'extérieur. Le Sénégalais lui-même pense qu'à l'étranger, on distribue des mallettes. Le Sénégalais lui-même pense qu'à l'étranger, on n'a pas de problèmes. Le Sénégalais de l'intérieur pense que
tout simplement parce qu'on est allé à l'étranger, qu'on a plus ou moins réussi, excusez-moi, on n'a pas de mérite. Et ça crée un problème de relationnel. C'est pour ça que quand les gens reviennent, ils se trouvent justement face à ce mur dont vous parlez. Parce qu'on ne les regarde pas comme des partenaires, mais la plupart du temps qu'on les regarde, je suis désolé de le dire, comme des pigeons à plumer, qui doivent encore retourner, remplir la bassine, revenir pour être encore plumés. C'est malheureux, je suis désolé de le dire, mais c'est ça la réalité. Donc il faudrait qu'il y ait une relation de partenariat entre le Sénégalais de l'étranger et le Sénégalais de l'intérieur. Pourquoi les talents ne peuvent pas venir? Ça aussi, c'est un problème de l'administration. C'est vous qui représentez l'administration, vous allez faire passer mes messages. Moi, quand j'étais à Genève, encore jeune, j'accueillais souvent des stagiaires, je suis dans le domaine du commerce international, j'accueillais souvent des stagiaires de l'Ouganda, de la Tanzanie, de Kenya, des jeunes de 22, 21 ans, 23 ans qui font leur master. À l'époque, c'était vraiment au moment où l'OMC explosait, on était dans le domaine du commerce, on recrutait. Mais tous mes stagiaires des pays anglophones étaient recrutés par leur ambassade pendant qu'ils faisaient leur stage encore chez moi. Alors que j'avais des Sénégalais, docteurs en économie, docteurs en droit, qui ne pouvaient pas être utiles à l'ambassade du Sénégal qui négociait à l'OMC à Genève, parce que le Sénégal, avec le système francophone, n'a pas établi une passerelle qui lui permet de recruter les meilleurs sans passer par l'École nationale d'administration. C'est une catastrophe. C'est pour ça que les gens... Donc, vous avez 40 ans, vous êtes doctorat, vous êtes docteur, vous avez travaillé un peu partout, vous avez de l'expérience, mais même pour être conseiller quelque part dans une administration du Sénégal, il faut aller faire l'ENA. C'est le système français qu'on a importé, que les Français utilisent mieux que nous, et qui fait que nous ne pouvons pas utiliser nos talents, tout bêtement. Moi, je ne le dis pas avec fierté. À l'époque, je participais beaucoup aux négociations de l'OMC. J'étais à Hong Kong, à Buenos Aires, partout. Pendant 2 négociations à l'OMC, notamment à Hong Kong et à Buenos Aires, j'avais le badge de la Tanzanie. J'étais dans la délégation tanzanienne pour négocier des accords commerciaux. Et il m'est arrivé une fois d'écrire au Sénégal pour leur dire « Est-ce que je peux faire partie de la délégation ?» On m'a dit non. On ne me l'a pas dit non pour ma gueule. On me l'a dit parce que l'administration sénégalaise fonctionne de cette façon. Alors que le système anglo-saxon va aller prendre les meilleurs partout, va leur trouver des passerelles pour que ces gens-là puissent venir travailler pour leur pays. Tant qu'on n'aura pas cette passerelle, la diaspora du talent ne sera pas au service du Sénégal, malheureusement. Vous savez, le Sénégal est un pays très pauvre, vous l'avez dit tout à l'heure. Pendant longtemps, surtout dans les années 80-90, la plupart d'entre nous qui sommes allés à l'étranger n'y sont pas allés de leur plein gré. On y allait parce qu'il y avait de la sécheresse. Nos parents du Bawol, du Ndiambour, de Pic, etc. sont allés en Italie, en Espagne. Les autres comme moi qui étaient de parents assez modestes sont partis sans bourse, aller compléter des études et on en est nombreux. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que c'est le Sénégal. Retenez bien ce que je vous dis parce que ça va être le débat des prochaines années. C'est le Sénégal qui a poussé ses fils vers l'étranger. Ce ne sont pas les Sénégalais qui sont partis de leur plein gré à l'étranger parce que c'est le Sénégal qui n'avait pas grand-chose à offrir à ses fils que ses fils sont allés à l'étranger. Maintenant, une fois à l'étranger, moi je suis un Rufisquois authentique, mais j'ai des enfants qui sont nés à l'étranger. Babacar a des enfants qui sont nés à l'étranger. Et après, on va nous sortir le truc du binational. Le truc de ñun ñoo fi nekkoon di xoslu pendant que vous êtes à l'étranger. La diaspora du futur, ce sont nos enfants qui sont nés à l'extérieur, qui ont la chance d'être sénégalais, profondément sénégalais, culturellement sénégalais, qui sont américains, qui sont suisses, qui sont français, qui sont pétris des talents qu'ils ont pu puiser dans ces pays, qui ont une valeur ajoutée à apporter au Sénégal, et il faudra leur trouver des passerelles pour qu'ils viennent travailler et investir au Sénégal, parce qu'ils ne sont pas moins sénégalais que d'autres. C'est le débat des prochaines années. La seule réserve que je me donne, c'est qu'on ne peut pas être binational et être président de la République. Parce qu'on ne doit pas avoir double allégeance. Mais on peut être binational et occuper toutes les stations au Sénégal et faire profiter au Sénégal de ces expériences de ces pays qui se sont développés depuis 200 ans
parce qu'on est en Suisse, parce qu'on est en Italie, parce qu'on est au Sénégal de l'extérieur, parce que tout simplement on est un Sénégalais. La communication Radio Galère couvre tout le sud de la France. Ce que vous dites là, je vais vous inviter à la radio. Vous venez parler aux Sénégalais directement. C'est ça, il faut des propositions. Ce n'est pas l'État, la télévision, non. Il faut aller dans les sources. Moi, je suis dans le sud de la France, de Marseille, Nice, Cannes, Toulon. Tout le monde m'écoute tous les dimanches. Lui, il le sait, M. Goudiaby, il le sait. Venez, on vous donne des opportunités d'échanger avec les Sénégalais, de parler avec les Sénégalais, faire passer votre message. C'est ça. Je remercie M. Fall. Il est venu à Marseille. Je me suis investi pour lui et pour la diaspora. Il faut que la diaspora soit réunie. Il y a des diasporas, tout le monde se lève, diaspora, diaspora, diaspora. Ça veut dire quoi la diaspora? Il faut que la diaspora soit rassemblée, qu'on soit une force de proposition, qu'on soit une force qui propose et qui discute avec l'État. Sinon, rien ne marchera. Moi, je suis venue avec des idées pratiques. D'abord, je n'arrête pas de vendre la destination Sénégal. À toutes les réunions, à toutes les conférences auxquelles je participe, je vends la destination Sénégal, ce qui m'a valu beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à venir au Sénégal investir. Maintenant, je suis entre le marteau et l'enclume. L'APIX, le club des investisseurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les mécanismes? Quelles sont les stratégies? Parce que, comme vous le savez autant que moi, il y a des potentialités au Nigeria. Il y a des gens qui ont vraiment les moyens, qui n'ont pas besoin de faire des montages financiers pour réaliser un projet. Ils ont les moyens, ils ont des fonds propres. Maintenant, ça, il faut savoir capter tout cela pour en faire bénéficier notre cher Sénégal. Je sais que je suis avec des investisseurs. Depuis des mois, je tape à des portes, mais qui restent fermées malheureusement. Il y a des débuts, mais c'est encore timide. Donc, APIX, Club des investisseurs, aidez-nous à amener ces investisseurs, aidez-nous à apporter notre part de la construction du Sénégal à travers la diaspora. Le deuxième volet, ce sont ces Sénégalais fortunés établis au Nigeria qui n'ont plus envie d'investir dans le léger, ils veulent investir dans le lourd. Parce que l'immobilier, c'est l'investissement classique. Ils veulent investir dans le lourd. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là?